d'une manifestation d'aspiration à un fonctionnement plus démocratique de la société, ça reste aussi un symbole d'un moment de libération de la parole, de la part de personnes dont la parole n'était pas du tout entendue, notamment la jeunesse, mais pas seulement. Donc effectivement, ça va déboucher sur des choses, enfin il y a des conséquences immédiates, avec bon, alors, les augmentations salariales, les droits syndicaux supplémentaires, et puis la réorganisation de l'université qui va suivre avec en partie la loi Faure, mais on ne peut pas limiter ça simplement à ces conséquences immédiates, si vous voulez. Alors il y a toujours une commodité historique à vouloir marquer une rupture avec une date en particulier, mais nous ce qu'on montre dans l'exposition, c'est bien plutôt que c'est une contestation beaucoup plus longue, et dans le sillage de mai 68, il y a toute une évolution qui va se faire autour des questions sur la libération sexuelle, les questions autour du féminisme, qui ne sont pas du tout traitées pendant 68. Hein. On a dépouillé toutes les archives sur le sujet, le féminisme n'est pas du tout évoqué. Alors c'est souvent des questions qu'on a quand on fait des visites de l'exposition, beaucoup de personnes qui sont surprises. Voilà, exactement. Mais en fait, il y avait 20% d'étudiantes à peu près à l'université à ce moment-là. 20% d'étudiantes, alors c'est... oui, et après, effectivement, c'est lié aussi à la situation des femmes qui, bon, on ne peut pas oublier qu'il y a beaucoup moins d'étudiantes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à peu près à 50-50. À l'époque, on est à 20% d'étudiantes. Donc, nécessairement, si, il y a, mais elles sont présentes dans les manifestations, elles sont actives dans les commissions. Effectivement, le fait qu'elles prennent la parole ne va pas de soi, mais par exemple, c'est vrai peut-être, par exemple au lycée, dans les lycées de jeunes filles, par exemple au Pontonnier, eh bien elles sont extrêmement actives, et elles jouent un rôle, comment dire, moteur dans la mobilisation des lycéens sur Strasbourg. Sur la question des acquis, ça m'intéresse parce que, personnellement, en tant que militant révolutionnaire, on s'intéressait à la perspective à long terme de construction d'un rapport de force par rapport au pouvoir, de transformation des rapports sociaux. On ne s'intéressait pas tellement aux acquis immédiats. Et jusqu'à une date récente, je ne m'étais jamais posé la question des acquis. Et c'est seulement en rassemblant des témoignages que je me suis rendu compte de l'importance, c'est-à-dire que tout bascule dans l'usine. Bon, mais là, Engasser l'a déjà dit, mais ça bascule et ça a des effets en cascade, c'est-à-dire que ces reconfigurations du mouvement syndical, ces renouvellements générationnels au sein du mouvement syndical, c'est, même si Engasser n'est pas d'accord au niveau de la CFDT, qui restait en Alsace encore très CFTC, puisque la majorité, l'écrasante majorité de l'ancienne CFTC était passée à la CFDT, à la différence, sous l'impact de Brown, à la différence de ce qui se passait au niveau national, ça va être la montée effectivement de militants plus jeunes et qui sont plus à gauche que l'ancienne CFTC, c'est-à-dire ça permet l'ajustement, de la configuration de la CFDT par rapport au niveau national, mais aussi au niveau de la vie quotidienne. Alors là, il y a des gens qui pourraient témoigner, par exemple Madame Engasser, par exemple pour les femmes, ça change énormément de choses. Mai 68, il faut rappeler quand même, pour les jeunes femmes en particulier, que, mixité, dans les établissements scolaires, elle n'est pas encore acquise. On ne peut pas mettre de pantalon quand on est au Pontonnier, on se fait immédiatement reprendre. On a plein de mesures vexatoires, en particulier même dans l'exercice de la sexualité. Alors on prend toujours de façon caricaturale, libération sexuelle, etc. Les garçons, ils veulent aller dans les dortoirs des filles, mais la question, elle est pas là. Elle est effectivement derrière, et c'est pour ça qu'après, ça nourrit le mouvement féministe, c'est de reconnaître effectivement la femme comme un sujet, ou la jeune femme comme un sujet équivalent à celui du jeune homme, à travers on ne peut pas, rester prisonnier de cette caricature. C'est l'anarchie, c'est libertaire, c'est les débordements, c'est une exigence de justice sociale et d'égalité entre les sexes. Je pense que c'est très important. J'ai recueilli un témoignage de deux militants de l'AMNEF, du planning familial, qui siégeait à l'AMNEF et qui dit « mais c'était l'enfer avant mai 68 ». Même quand on voulait, par exemple, discuter
d'avortement avec des jeunes femmes, c'était en général les jeunes femmes qui venaient, pas les... donc, il disait, mais on ne pouvait pas en discuter. On était obligé d'aller sur le trottoir, discuter, sur le boulevard de la Victoire, pour discuter avec les jeunes femmes qui venaient pour discuter de questions d'avortement. Même au sein du planning familial, on ne pouvait pas en discuter. La pilule, ce n'était pas encore quelque chose considéré comme un acquis. Il fallait aller mendier chez le médecin, etc. C'était une opération, c'est quelque chose qui n'allait pas de soi. De même qu'au niveau du statut, je ne parle pas de l'université, mais l'université aussi a été profondément transformée, puisque l'étudiant, après 68, il est traité de façon différente qu'avant 68. Il n'est pas uniquement considéré comme quelqu'un à qui on va déverser des savoirs. Il va avoir le droit à la parole, il va être... il y a des instances de participation. Nous, on trouvait que c'était participation Piaget-Jacon, mais c'est quand même... non, mais derrière, il y a quand même une avancée sociale importante, puisqu'on était quand même dans un système académique qui était extrêmement rétrograde et réactionnaire, puisque j'ai été amené récemment à travailler sur la comparaison entre le système universitaire allemand et le système universitaire français. Même avant 18, dans l'université allemande, l'étudiant avait beaucoup plus de droits et beaucoup plus de place et était autrement considéré, notamment à travers le système des séminaires, où il était considéré comme un futur chercheur ou un futur avec plein de droits d'expression. Et quand l'université française se met en place, elle remet en cause. D'ailleurs, les professeurs français, enfin je parle sous le contrôle aussi de Françoise, quand ils arrivent, eh bien, ils sont nommés à Strasbourg, ils se disent que ce truc-là, il n'y a pas d'amphi. Hein, il y a juste... Mais oui, si. Alors, il n'y a pas d'amphi, il n'y a que des salles avec des grandes tables et des bibliothèques, et comment on peut faire cours dans ce cadre-là. Donc il y a quand même cette tradition du cours magistral, de la pédagogie uniquement descendante, qui ne fait aucune place à l'étudiant, à l'interpellation de l'étudiant, ce qui fait d'ailleurs le caractère, quelque part, entre guillemets, révolutionnaire de l'enseignement d'Henri Lefebvre, puisque effectivement, il est l'un des rares professeurs à accepter d'être interpellé, de discuter, de travailler et d'échanger avec les étudiants comme avec des pairs. Je pense en particulier à toute la série de mémoires qui fait faire de dérives psychogéographiques dans les bistrots strasbourgeois. Je me souviens avoir consulté ces mémoires en 68 à la bibliothèque de sociaux, et je n'ai qu'un regret, c'est de ne pas les avoir piqués, parce que maintenant ils ont disparu. C'est-à-dire que plus personne ne sont... Ah, ça c'est vrai dans beaucoup de domaines, parce que dans les années 70, à ce qui est aujourd'hui France 3, à la Maison de la Radio, il y avait des fichiers papier dans lesquels étaient répertoriés les disques que possédait la discothèque, et qui c'était tout ce qui sortait. Il y avait énormément de choses, et vous ne pouvez pas imaginer jusqu'à la fin des années 70 le nombre de ces fichiers qui étaient barrés d'un grand trait rouge. C'était les chansons d'Elvis Presley, même de Johnny Hallyday, étaient marquées interdits. Alors ces fichiers aussi ont disparu, mais ça aurait mérité une photo, ou des photos. Ce qui veut dire que beaucoup de choses ont changé. Mais est-ce que, par exemple, pour les ouvriers, pour vous, vous diriez, Bernard Engesser, que mai 68, ça vous a changé la vie? Il nous a déjà montré là, que les étudiants étaient bien plus bavards que les ouvriers. Non, on ne peut pas généraliser. Ce qui a changé, c'était déjà au plan pécunier, hein, puisque avant, je parlais de 19% d'augmentation des salaires. À l'époque, mon épouse ne travaillait pas, on avait un enfant, et on vivait bien. Bon, pas exagérant, pas riche, mais bien, quoi. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Sur le plan syndical, en fait, je l'ai déjà un peu évoqué, là, c'est qu'effectivement, donc on était, comme je l'avais expliqué, la structure, surtout dans le livre, elle était très, très verticale. Hein. Il y avait d'une part la fédération des groupes régionaux, on était le groupe Bas-Rhin-Haut-Rhin-Moselle, avec un permanent régional, donc les syndicats professionnels par section Mulhouse, Colmar, Strasbourg, etc. Et donc, nous, à l'époque, par le responsable régional, on était considérés comme des gauchistes, pratiquement, quoi.
Donc, mai 68 a été au renouvellement des cadres syndicaux. Et notamment pour ce qui concerne Mulhouse, on était les premiers d'ailleurs à fusionner dans un syndicat, le syndicat du livre, comme on l'entend aujourd'hui, hein, donc, et puis un syndicat CGT véritable, quoi. Puisque ce qu'il faut savoir, que donc en 1947, quand il y a eu au niveau de la Fédération du livre, il y a eu un vote des adhérents par rapport au fait de dire est-ce qu'on reste dans la Confédération CGT ou est-ce qu'on fait comme la FEN. Et puis il faut savoir qu'en Alsace, comme toujours, c'était pour sortir de la Confédération, quoi. Donc ce qui était quand même très marquant aussi dans le syndicalisme, disons, alsacien dans le livre comme ailleurs, quoi. Puisqu'il y a, par exemple, on m'a raconté que quand, ça c'était dans la métallurgie, hein, quand les gars n'étaient pas d'accord avec un fédéral qui venait, par exemple, à la SACM, pour le contrer, on parlait en alsacien pour que le parisien ne comprenne pas. Effectivement, une des méthodes. Alors, on a évoqué le sujet tout à l'heure, c'est la façon dont la mémoire collective se construit. Vous parliez de Roland Ries, qui n'a peut-être pas vécu exactement les choses comme il pense les avoir vécues, mais évidemment, il n'est pas le seul, et c'est pas... ouais, il me semble que c'est ce que vous disiez, mais... Oui, j'ai dit ça. Je défends. Mais comment se construit la mémoire collective à partir de là? Est-ce que vous, dans vos travaux, vous avez constaté qu'il y avait une distorsion entre les faits que vous trouvez dans les tracts, que vous trouvez dans les témoignages écrits, et les témoignages oraux? Est-ce que vous avez eu envie d'écouter les gens aussi, témoigner? On parlait tout à l'heure des gens qui écoutaient tous la musique américaine, ce qui n'était évidemment pas vrai, mais aujourd'hui on dirait que c'était le cas. Est-ce qu'il y a une distorsion? Est-ce que vous avez constaté cette distorsion entre la mémoire qui s'est construite et ce qui s'est passé réellement? Alors, nous, on n'a pas directement interviewé de témoins ou d'acteurs, mais on a confié ce travail à des étudiants du QEJ qui l'ont fait pour l'exposition, pour les différentes parties, que ce soit les situationnistes, le parti étudiante, le mouvement social, les gaullistes, ou même l'après-mai. Et je dirais pas qu'il y ait de grosses distorsions. Souvent, il reste quand même... c'est un témoignage subjectif. Alors parfois, il y a quelques approximations au niveau des dates. 50 ans après, on ne peut pas trop leur en vouloir. À tel manif, à tel endroit, à tel... l'attaque du Palais U, ça revient souvent dans les souvenirs. Mais on arrive quand même à recouper, à recouper et à savoir à quel événement ils font référence. C'est pas forcément de la malhonnêteté, hein. On pense tous qu'il y avait beaucoup de la neige à chaque Noël autrefois. L'attaque du Palais U, justement. Oui, c'est vrai, il y avait de la neige. L'attaque du Palais U, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est simple. Oui, c'est assez simple. Le 30 mai, vous avez un discours du général de Gaulle qui dissout l'Assemblée nationale et qui appelle à la constitution de comité d'action pour le soutenir. La défense de la République. Voilà, et un certain nombre de manifestations ont lieu en Alsace, à Wissembourg d'abord, dès le 30 mai, et puis à Mulhouse le 31, et puis le 1er juin, une manifestation gaulliste a lieu dans les rues de Strasbourg. Elle part du Palais U, de la place des Halles, elle parcourt le centre-ville et elle va jusqu'au Palais du Rhin, où là André Bord fait applaudir le drapeau de tricolore, et la manifestation est censée se terminer là. Or, il y a quand même plusieurs centaines de manifestants, les gros bras du SAC notamment, qui décident d'aller en découdre avec les étudiants qui sont au Palais U, parce que flotte au sommet du Palais U le drapeau rouge, et les gaullistes foncent vers le Palais. Oui, ça les énerve, ils réclament